Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Pour comprendre. Pour comprendre, collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot. L'objectif de cette collection Pour comprendre est de présenter en un nombre restreint de pages, 176 à 192 pages, une question contemporaine qui relève des différents domaines de la vie sociale. L'idée étant de donner une synthèse du sujet tout en offrant au lecteur les moyens d'aller plus loin, notamment par une bibliographie sélectionnée. Cette collection est dirigée par un comité éditorial composé de professeurs d'université, de différentes disciplines. Ils ont pour tâche de choisir les thèmes qui feront l'objet de ces publications et de solliciter les spécialistes susceptibles, dans un langage simple et clair, de faire des synthèses. Le comité éditorial est composé de Maggie Albet, Jean-Paul Chagnolot, Dominique Château, Jacques Fontanelle, Gérard Marcoux, Pierre Muller, Bruno Péquignot, Denis Rolland. Dernière parution. Michel Perrin, 1848, Louis Blanc ou la Fraternité en République. Un repère pour aujourd'hui, 2017. Elisabeth Chamorand, La liste noire, 2017. Paul Nda, Sociologie politique, pour comprendre ce qui se joue, se décide et se passe ici et ailleurs, avec sa géométrie variable, 2017. Emmanuel Fraisse, Les anthologies en France, 2017. Simon Laflamme, L'autonomisation des sciences humaines. Théorie en sciences humaines au XXe siècle, tome 1, 2016. Laurent Saran, Pour une communauté humaine et animale, la question de la dignité animale, 2016. Marc Augier, La société numérique, 2016. Michel Bourse, Les Cultural Studies. Essai 2015. Aimé Fait, Le capital en quelques mots. De Platon à nos jours, 2015. Dominique Josse, L'avenir de l'homme postmoderne, l'urgence de retrouver nos racines, 2015. Une brève amitié si longue. J'ai connu Otto Maria Carpo en 1967. J'étais jeune, il allait vers ses 70 ans. Nous résistions tous les deux à la dictature militaire qui frappa le Brésil à cette époque, et qui le frappera encore durant une vingtaine d'années. Nous nous rencontrions rapidement et furtivement à la rédaction du journal où il travaillait, parfois au comptoir de café du centre-ville, dans l'arrière-salle de restaurant où les garçons le connaissaient et à qui il pouvait donc faire confiance. Je lui pâchais des textes à résumer, à réécrire et à publier. Il me posait des questions, sur nous, sur le mouvement étudiant de résistance, sur ma vie. Il me parlait de la sienne. Il me donnait des livres, dont les siens, que je lisais et que je distribuais à beaucoup de mes amis et amies. Cette dernière phase de la production de Carpo me semble être celle où il donne toute la mesure de sa culture. À quoi servirait-elle sinon à résister aux différentes formes d'oppression ? Le silence ne s'est pas abattu sur le seul Carpo, mais sur le Brésil tout entier, à de très rares exceptions près. La dictature militaire écrasa des décennies d'effervescence culturelle, commencée par la construction de Brasilia. Pas un seul intellectuel ou artiste d'envergure n'est jamais venu cautionner les dictateurs. En 1968, dans une note à son livre 25 ans de littérature, Carpo prenait congé de ses activités d'écrivain et critique, disant adieu au cercle littéraire d'amis. Ma tête et mon cœur sont ailleurs. Ce qui me reste, en tant que capacité de travail, appartient au Brésil et à la lutte de libération du peuple brésilien. J'ai invité Carpo à écrire dans les feuilles de chou de l'extrême gauche étudiante, comme aussi d'autres membres d'autres journaux de l'époque, d'autres journalistes, d'autres écrivains, d'autres artistes. Peu après, j'entrais moi-même dans le journalisme comme rédacteur au Journal do Brasil. Je devenais donc un collègue de Carpo pendant un certain temps. Nous nous croisâmes le plus discrètement possible, mais enfin lui passer des textes devint plus facile car notre travail pouvait servir de prétexte à nos échanges. Présentation de Carpo. Otto Maria Carpo est l'auteur de plus d'une centaine d'articles de critique littéraire, de 14 livres importants dans ce domaine et d'une magnifique histoire de la littérature occidentale, monument de la littérature brésilienne, qu'il écrivit au milieu des années 1940 et publia pour la première fois au cours des années 1950. Pourtant, elle n'a rien perdu de son actualité et si elle est ignorée hors du Brésil, cela tient à la conjonction de plusieurs facteurs, dont le plus important est l'extrême solitude de cette langue portugaise exilée en Amérique du Sud, jouissant de peu de visibilité internationale,
égaré au milieu des mythes exotiques dont s'attiffe le Brésil. Otto Karpfen, écrivain, historien, philosophe et homme politique autrichien, a joui de la confiance des deux derniers premiers ministres de son pays avant l'invasion allemande. De père juif et de mère catholique, tiraillé entre ces deux cultures, juif à la naissance, né à Vienne en 1900, il y a étudié la chimie et la philosophie. Il s'est aussi essayé aux mathématiques à Leipzig, à la sociologie à Paris, à la littérature comparée à Naples et à la politique à Berlin avant sa brève carrière autrichienne. Carpo a été obligé d'abandonner une prometteuse carrière d'essayiste et journaliste qu'il inaugurait à Vienne dans les années 1930. Il était rédacteur de l'hebdomadaire Berichte zur Kultur und Zeitgeschichte, et à l'âge de 31 ans, il avait déjà publié des articles sur la littérature dans l'importante Neue Freie Presse. Carpo a participé du mouvement culturel Jung Wien avec Hugo von Hofmannsthal, Hermann Bahr, Arthur Schnitzler et Stefan Zweig parmi d'autres. En 1933, il se convertit au catholicisme et change son nom en Otto Maria Fidelis Carpo, le second prénom en hommage à la mère de Jésus et le troisième comme un gage. Il abandonnera ce dernier, mais son manque de fidélité envers le judaïsme lui vaudra de ne pas pouvoir compter avec les réseaux de la diaspora juive. Il en paiera le prix, et restera longtemps et injustement méconnu. À cette époque, il adhère au Parti social-chrétien autrichien. Il collabore alors à la revue Der Christliche Ständestaat, corporatisme chrétien. En 1938, il s'exile avec sa femme en Belgique où il est journaliste à la Gazette d'Antwerpen et collabore à la revue catholique La Cité chrétienne, sous le pseudonyme de Fidelis, le même qu'il avait utilisé auparavant pour signer le programme pamphlet de son parti, Österreichische Europäische Sendung, la mission européenne de l'Autriche. Peu après, comme Stefan Zweig, il émigre au Brésil, bénéficiant d'un lien entre le Vatican et le Centre Dom Vidal, organisation brésilienne d'accueil aux réfugiés, d'orientation catholique, dirigée alors par Alceu Amoroso Lima, penseur de l'existentialisme catholique, un des fondateurs de la démocratie chrétienne de son pays. Carpo ne connaît presque personne au Brésil, n'en parle pas la langue et ignore quasiment tout de son histoire et de sa littérature. En revanche, il parle l'anglais, le français, l'allemand, le flamand, l'espagnol, le catalan, le serbo-croate, le provençal et le latin, ce qui n'a strictement rien de surprenant ni d'exceptionnel pour un citoyen cultivé de la Mitteleuropa. Mais, en paraphrasant Nabokov, nous pourrions ajouter qu'il parlait toutes ces langues en allemand d'Autriche. Carpo essaye de se faire embaucher comme journaliste, mais n'y parvient pas. Il écrit alors en français une lettre à un critique littéraire brésilien, Álvaro Lin, au sujet d'un grand écrivain de langue portugaise, Eça de Queiroz. Lin reconnaît immédiatement le talent de son correspondant, prend contact avec lui, l'invite à écrire un article de fond sur Queiroz pour le Correio da Manhã, journal de Rio de Janeiro, alors capitale du Brésil. Carpo est immédiatement embauché dans ce journal et déménage pour la ville où il vivra durant le restant de ses jours, jusqu'à sa mort en 1978. Arrivé au Brésil avec le soutien des réseaux liés à l'Église catholique, Carpo se fait attaquer par les communistes. Plus tard, il en viendra même aux mains avec Jorge Amado, écrivain qui a toujours joui largement des réseaux communistes. Ignoré par les Juifs, attaqué par les communistes, objet de la méfiance des catholiques, les positions que Carpo a pu occuper ont longtemps été précaires ou délicates. Jusqu'en 1942, il écrit ses articles en français, langue maîtrisée par les élites intellectuelles brésiliennes de l'époque. Ces articles sont ensuite traduits. Cette même année, il acquiert la nationalité brésilienne et publie un livre d'essais littéraires, Cendres du Purgatoire. Pendant les 2 années suivantes, il est directeur de la bibliothèque de la faculté de philosophie. Ensuite, pendant 5 ans, il occupe le poste de directeur de la bibliothèque de la Fondation Getúlio Vargas, qui venait d'être créée, institution d'excellence dans le panorama culturel du Brésil de l'époque et encore aujourd'hui. C'est dans cette décennie, entre 1940 et 1950, que Carpo commence la rédaction de sa formidable histoire de la littérature occidentale, qui vient de connaître une première réédition en 2008 par la prestigieuse maison d'édition du Sénat fédéral brésilien. En 2014, cette œuvre impressionnante connaîtra une seconde édition, par les soins de l'éditeur portugais Leia à travers sa filiale de São Paulo.
À l'encontre d'autres œuvres similaires, l'histoire littéraire de Carpo ne se limite pas à lister les noms significatifs d'une période littéraire ou de la littérature d'un pays ou d'une langue déterminée, avec des résumés biobibliographiques de leurs écrivains remarquables éventuellement accompagnés d'une petite anthologie. Il s'agit ici d'une vision d'ensemble de toutes les littératures occidentales, analysées dans leurs articulations réciproques, où leurs chronologies apparaissent tissées de composantes sociologiques, économiques, politiques, religieuses, etc., d'où se dégagent des tableaux qui cherchent plutôt à comprendre qu'à expliquer les phénomènes humains et sociaux, non pas dans le but d'identifier leurs causes, mais plutôt de déterminer les propos et les buts qui les déterminent. L'œuvre de Carpo ne démérite pas d'une telle description. Il est normal, étant donné son importance, qu'elle soit hétéroclite, révélant davantage la maîtrise qu'a Carpo de certains auteurs plutôt que d'autres, de certaines périodes plutôt que d'autres. En ce sens, la conversion de Carpo au catholicisme n'a pas été un acte opportuniste pour essayer d'éviter la persécution nazie, mais un geste d'obéissance à une conviction profonde, vu les très belles pages qu'il consacre à la littérature d'inspiration chrétienne en France et plus généralement en Europe. Qu'il écrive en français n'est pas non plus surprenant, vu les pages qu'il consacre à nombre d'auteurs de cette littérature. Avant sa reconnaissance posthume par l'État brésilien, Carpo s'est opposé au coup d'État militaire de 1964 et l'a exprimé dans plusieurs articles. Au début, la dictature était relativement tolérante. Pendant cette période, avec Antonio Wais, autre grande figure de la culture brésilienne, Carpo dirige la traduction brésilienne de l'encyclopédie Delta Larousse, qui deviendra pour l'intelligentsia brésilienne une référence littéraire incontestable et incontestée. Dans ce sens, Carpo est probablement l'un des inspirateurs de l'encyclopédie des auteurs publiée plus tard en France par cette maison d'édition. Une histoire de la littérature occidentale pourrait sembler dépassée à une époque où les encyclopédies se banalisent, et Wikipédia est à portée de chacun. Il n'en est rien, me semble-t-il. Ces encyclopédies, le plus souvent, ne traitent pas des liens internes qui unissent différents mouvements littéraires dans différents pays. Par exemple, Carpo étudie avec finesse l'articulation entre la littérature russe, la littérature nord-américaine, le néoréalisme italien et le tremendisme espagnol. Pour mettre à jour et vérifier son histoire, nous avons comparé systématiquement ce qu'il écrit sur tel ou tel auteur et ce qu'en disent aujourd'hui différentes encyclopédies, essentiellement l'encyclopédie Larousse, l'encyclopédie Universalis et Wikipédia. Souvent en les lisant, j'ai cru relire Carpo. Il n'est pas rare qu'il soit plus précis que ses autres supports. Parfois, telle ou telle date avancée par lui est à corriger, mais toujours ces liaisons sont surprenantes et inédites. Dans ce sens, également d'une grande utilité ont été les catalogues de la Bibliothèque nationale de France et, une fois n'est pas coutume, ceux d'Amazon. Certains, au vu de l'engagement de Carpo aux côtés de l'extrême gauche, ont prétendu qu'au cours des 10 dernières années de sa vie il avait perdu l'esprit. Les mêmes ont décrit Carpo comme l'homme le plus laid qu'ils aient connu, d'apparence néandertalienne, tout en mandibules et en sourcils, un parfait troglodyte, bonheur des caricaturistes. Ils eurent beau ajouter que c'était un troglodyte capable de lire Homère, d'écouter Bach et Beethoven, d'expliquer des différences entre des grands maîtres de la peinture, ils crurent bon de préciser, non sans perfidie, que son éloignement de l'enseignement était dû à son bégaiement compulsif. Pour ma part, je retiens surtout son extrême attention, l'intérêt qu'il manifestait à entendre un jeune homme lui expliquer les différents aspects d'une manifestation étudiante ou populaire, ou lui faire part de sa conception de la situation du Brésil de l'époque. Je me souviens aussi de sa grande délicatesse, de son beau regard d'un profond bleu-gris curieux, du tremblement de sa voix alors qu'il essayait de s'exprimer dans une langue qu'il avait apprise tardivement, qui pouvait à tout instant l'amener à commettre des erreurs en raison de sa fausse proximité avec d'autres langues qu'il connaissait et qui pouvait sans crier gare faire irruption. Généreux, il l'était, qui ne m'a jamais laissé partir sans emporter dans ma besace un des volumes de la première édition de son œuvre monumentale, qui alors en comprenait 12 ou d'autres livres qu'il jugeait utiles à notre formation, à moi et à celle de nos jeunes amis et amis militants ES. L'engagement de Carpo aux côtés de l'extrême gauche a probablement été une manière pour lui d'affirmer qu'il ne s'exilerait plus. C'est ainsi que notre mouvement clandestin s'est mis à lire Carpo, Cervantes et Shakespeare, Camus et Sartre,
et que les militaires et les policiers ont commencé à haïr les poètes et les sages, ainsi qu'ils nous nommaient. Nous allions dans les manifestations accompagnés de nos livres, que nous lisions parfois à haute voix lors de nombreuses et interminables réunions. Plus tard, certains d'entre nous ont été arrêtés ou sont morts ces livres à la main. C'est ainsi que je me suis fait un programme de lecture pour ma vie, contenant tous les auteurs que Carpo considérait comme importants à chaque époque. L'histoire de la littérature occidentale de Carpo témoignait que la culture a survécu aux nazis. Cette traduction aujourd'hui témoigne qu'elle survécut aux militaires même si elle demeure menacée au Brésil. Si le traumatisme a été profond et la destruction difficilement récupérable, plus étendue que nous ne pouvons aujourd'hui l'évaluer, Carpo a jeté les graines d'un possible refleurissement culturel dans ce pays. Cette traduction est aussi un acte de reconnaissance et un effort pour sortir Carpo de l'isolement de la langue portugaise du Brésil, qui, quoique relatif, n'est pas moins éprouvé de la sorte par ses intellectuels. Elle est aussi une manière de mettre à portée des lecteurs européens la connaissance tardive d'une des retombées des persécutions qui déchirèrent l'Europe, le destin singulier d'un Autrichien, sa riche contribution à la culture et à la pensée, son œuvre civilisatrice. Luís Eduardo Prado de Oliveira. Plan général, Histoire de la littérature occidentale, Otto Maria Carpo. Introduction, Histoire et méthode de l'historiographie littéraire. Première partie, l'héritage. Chapitre 1, la littérature grecque. Chapitre 2, le monde roman. Chapitre 3, le christianisme et le monde, les pères de l'Église et la liturgie. Deuxième partie, le monde chrétien. Chapitre 1, la fondation de l'Europe, littérature anglo-saxonne, la littérature Edda, épopée et matière. Littérature monacale. Chapitre 2, l'universalisme chrétien, littérature latine médiévale. Chapitre 3, la littérature des châteaux et des villages, chansons et ballades populaires. Poésie des cours. Le monde des romans. Chapitre 4, opposition bourgeoise et ecclésiastique, littérature satirique. Les franciscains. Troisième partie, la transition. Chapitre 1, le Trecento dans Pétrarque Bocage. Chapitre 2, réalisme et mysticisme, roman de la Rose. Chaucer. Chronique. Mystique. Le théâtre médiéval. Chapitre 3. L'automne du Moyen Âge, littérature flamboyante. Quatrième partie, Renaissance et réforme. Chapitre 1, le Quattrocento, les humanistes italiens. Chapitre 2, le Cinquecento. La littérature italienne du XVIe siècle. Chapitre 3, Renaissance internationale, la Renaissance en France, en Espagne, en Angleterre et ailleurs. Chapitre 4, Renaissance chrétienne, la Réforme. Erasme et les humanistes chrétiens. La Réforme. La littérature protestante et anglicane. Cinquième partie, baroque et classicisme. Chapitre 1, le problème de la littérature baroque. Chapitre 2, poésie et théâtre de la contre-réforme, marinisme et gongorisme. Les jésuites. Le théâtre espagnol. Chapitre 3, pastoral, épopée héroïso-comique et roman picaresque. Chapitre 4, le baroque protestant, théâtre élisabétain et jacobin. Baroque luthérien. Poésie métaphysique. Littérature puritaine. Chapitre 5, mysticisme, moralisme et classicisme, mystique espagnol et français. Classicisme français. Chapitre 6, anti-baroque, littérature d'opposition en Espagne et en France, de Cervantes à Molière. Sixième partie, illustration et révolution. Chapitre 1, le rococo, l'Arcadie et la poésie anacréontique. Le théâtre de la Restauration. L'opéra. Le libertinisme littéraire. Libre penseur et rationalisme. Chapitre 2, classicisme rationaliste, l'époque augustinienne. Le siècle de Voltaire. Chapitre 3, le préromantisme, la nouvelle poésie pastorale. La poésie nocturne et les tombeaux. Le méthodisme. Le roman épistolaire et le gothique. Ossian. Sentimentalisme et anti-sentimentalisme. Les encyclopédistes. Rousseau. Chapitre 4, le dernier classicisme, le classicisme allemand. Alfieri, Chénier, Jane Austen. Septième partie, le romantisme. Chapitre 1, origine du romantisme.
Premier romantisme allemand. Chateaubriand. Les poètes anglais des lacs. Lamartine. Chapitre 2, Romantisme d'évasion, Scott et le roman historique. Médiévalisme et folklore. Poésie pure. Romantisme nordique et russe. Chapitre 3, Romantisme en opposition, byronisme. Radicaux et utopistes. Le transcendentalisme américain. Le siècle d'Hugo. L'époque de Dickens. Chapitre 4, La fin du romantisme, le mouvement d'Oxford. Les radicaux français. Heine. Les débuts du marxisme. 8e partie, l'époque de la classe moyenne. Chapitre 1, Littérature bourgeoise, Balzac et le roman bourgeois. La littérature victorienne. Le Parnasse. Chapitre 2, Du réalisme au naturalisme. L'époque de Zola. Darwinisme et fatalisme. Baudelaire et la poésie du désespoir. Chapitre 3, La conversion du naturalisme, théâtre scandinave et roman russe. Mouvement mystique. Le roman psychologique. 9e partie, La fin du siècle et après. Chapitre 1, Le symbolisme. L'esthétisme. La poésie symboliste. Le modernisme espagnol. Ni. Chapitre 2, L'époque de l'équilibre européen. L'épigonisme littéraire entre 1900 et 1914. 10e partie, Littérature et réalité. Chapitre 1, Les révoltes modernistes, la bohème internationale. Le cubisme et le modernisme français. L'imagisme. Le futurisme. L'expressionnisme allemand. La Première Guerre. Freud, Joyce, Proust, O'Neill. La Wasteland. Le radicalisme espagnol. Le dadaïsme et le surréalisme. Chapitre 2, Tendance contemporaine. Une ébauche. Renaissance du roman historique. Le mouvement catholique. Poésie pure. Existentialisme. Littérature prolétaire. Les Russes soviétiques. La Seconde Guerre et ses conséquences. Épilogue. La présente traduction. De cet ensemble, nous traduisons ici l'introduction sur l'histoire et sur la méthode de l'historiographie littéraire, une véritable histoire de la littérature et de ses méthodes et davantage même, une histoire de la notion d'histoire. Dans le livre de Carpeaux, cette partie sert comme introduction générale à son œuvre. Nous l'incluons ici vu son importance. Nous traduisons en outre le 2e chapitre de la dernière partie de son œuvre, c'est-à-dire ce que Carpeaux considère comme une ébauche sur les tendances qui lui étaient contemporaines, à savoir la renaissance du roman historique, le mouvement catholique, la poésie pure, l'existentialisme, la littérature prolétaire, les Russes soviétiques, bref, les conséquences de la Seconde Grande Guerre. Et enfin, nous traduisons l'épilogue, la vue d'ensemble qu'avait Carpeaux de la situation de la littérature vers la fin du siècle dernier, alors il concluait son œuvre. Le texte original de Carpeaux ne comporte aucun sous-titre, tout au plus des astérisques pour désigner la séparation en sections. Nous nous sommes permis d'ajouter des sous-titres pour éviter le caractère trop massif du livre. Aussi, les notes de page nous reviennent, tout comme la délimitation entre 1920 et 1980, car Carpeaux semble les considérer comme le cœur du XXe siècle. C'est en effet un sujet de débat. Quand commence-t-il exactement ce siècle ? Et quand termine-t-il au juste ? Si un relatif consensus existe au sujet de ses débuts après la fin de la Première Grande Guerre, sa fin semble plus discutable. Peut-être avec l'attaque contre les tours de New York ? Ou avec les bombardements de Bagdad ? En tout cas, son noyau est clair. Introduction à l'histoire du temps et de l'histoire en littérature. Otto Maria Carpeaux. Histoire de la littérature est un concept moderne. Les anciens, malgré leur intérêt pour le recueil et l'interprétation de faits littéraires, n'ont jamais pensé à proposer un panorama historique de leur littérature. Aucun écrivain grec ou romain n'a jamais eu l'idée de classer les événements littéraires des temps passés. L'intérêt purement pragmatique des professeurs de rhétorique et des bibliophiles pour, d'une part, l'organisation de listes de livres les plus utiles à l'enseignement, à l'amélioration du goût déchu ou d'autre part, pour la composition de dictionnaires de citations et de florilèges de résumés, pour sauver de la destruction par les barbares les trésors littéraires du passé sont seulement apparus à L', époque de la décadence des lettres,
et de la civilisation gréco-romaine. Quintilien, de son nom complet Marcus Fabius Quintilianus, c. 39 à 95, n'a pas enseigné la littérature, mais les langues et la rhétorique. Il était conservateur comme l'étaient en général les enseignants, mais d'un conservatisme différent, douloureux. Austère romain d'origine espagnole, la tristesse au cœur, Quintilien a observé la décadence stylistique et morale des professionnels de son art. Peut-être a-t-il été le premier d'une longue et illustre série de grands Espagnols, jusqu'à la génération de 1898, que le spectre de la décadence effrayait. À l'époque de Néron, 37 à 68 AP. J.C., et de Domitien, 51 à 96 AP. J.C. L'éloquence politique n'existait plus, l'éloquence judiciaire avait été avilie, l'éloquence littéraire réduite à des exercices scolaires. Tout au plus était-il possible à un maître de garder sa dignité professionnelle en sélectionnant les meilleurs parmi ses élèves, et en leur ouvrant les chemins d'une formation solide. Dans ce but, Quintilien a écrit l'Institutio Oratori. Dans le 10e livre de cette œuvre, il donne une appréciation sommaire des principaux auteurs grecs et latins, qui se présente moins comme un résumé bibliographique que comme une ébauche d'une sorte de bibliothèque minimale de l'étudiant en rhétorique. En établissant cette liste de livres modèles d'Homère jusqu'à Aristote, en passant par Pindare, Échille, Sophocle, Euripide, Aristophane, Hérodote, Thucydide, Démosthène, Platon, Xénophon et de Lucrèce jusqu'à Cicéron et Sénèque à travers Virgile, Horace, Sallust et Tite-Live, le grand maître romain n'a certainement pas envisagé les conséquences de son choix. Même la conservation ou non de certains auteurs et œuvres à l'époque des grandes destructions dépendait en partie des indications de Quintilien. Les moines de Saint-Benoît au cours du premier Moyen-Âge choisissaient parmi ceux qui étaient préférés par Quintilien les livres didactiques utilisés par la jeunesse des couvents. Les humanistes discutaient d'après Quintilien la plus ou moins grande importance d'Homère ou de Virgile, de Démosthène ou de Cicéron, au temps de la querelle des anciens et des modernes, à L'. Époque de Louis XIV, les arguments de Quintilien favorables aux Grecs ont fait le bonheur des idolâtres du modèle classique, et ces arguments favorables aux Romains ont servi aux défenseurs de la poésie moderne. Aujourd'hui, le programme de lettres classiques est toujours organisé d'après ces conseils aux Romains. Et nous autres, en nous référant à la trilogie Échille-Sophocle-Euripide, ou au binôme Virgile-Horace, oublions que la bibliographie établie par Quintilien nous gouverne comme un code millénaire et immuable. En fin de compte, Quintilien a établi une échelle de valeurs, il n'a pas écrit une histoire de la littérature. Il n'y a qu'un seul Quintilien. Mais il y a toujours des esprits moins brillants qui font des fiches. Déjà à l'époque de Tibère, qui plus tard sera considéré comme l'âge d'or des lettres romaines, Valerius Maximus avait réuni les Facta et Dicta Memorabilia, répertoire vaste et confus d'anecdotes et citations. Au IIe siècle, Olgel est le chroniqueur encyclopédique des Noctaticae, où nous lisons tout ce qui existe entre ciel et terre en littérature. Vers l'an 400 de notre ère, l'impénitent païen Théodose Macrobe, dans sa Saturnalia, traite de littérature en parallèle à la mythologie, à l'histoire, à la physique et aux sciences naturelles. Nous pouvons imaginer le mépris des poètes et orateurs contemporains à l'égard de ces pauvres collectionneurs de fiches. Cependant, il ne faudra pas longtemps pour que la littérature grecque et romaine soit réduite à la condition de fragments. Une bonne partie de la littérature antique n'a survécu que grâce aux ailes peu intelligents de ses sous-littérateurs. Au Ve siècle, Ioannes Stobaios de Byzance, dans l'organisation de son Florilégion, est déjà conscient de cette situation. Il sait que ces morceaux choisis survivront au livre d'où ils ont été extraits. Au IXe siècle, Photios, le patriarche érudit de Byzance, réunit dans son Myrobiblion le résumé de 280 œuvres. Sans lui, nous n'en saurions rien. Enfin, Suida réunit tout ce qui existe encore à son époque dans un fichier de noms, titres et dates par ordre alphabétique qu'il adopte. C'est le premier dictionnaire bibliographique plutôt qu'une histoire de la littérature. Ces auteurs-là nourriront les connaissances classiques du Moyen-Âge, qui suivra leur exemple. Les très nombreuses notices littéraires du Speculum Maius, énorme encyclopédie du dominicain Vincent de Beauvais, vers 1264, rappellent les florilèges des décadences romaines et byzantines. Le Skardatal, composé en Islande vers 1260, présente les noms des poètes dans un ordre chronologique. Et le troubadour provençal Père d'Auvergne, dans un de ses Servantois,
compose presque une histoire littéraire ou de gai savoir méditerranéen en se livrant à une estimation de la valeur de ses frères en poésie, à la manière d'un Quintilien de la Provence. L'énorme accumulation de connaissances classiques à l'époque de l'humanisme a produit des bibliographies systématiques, dont la Bibliothèque Universalis, 1545-1555, de Conrad du Gessner, est peut-être le premier exemple. Cet intérêt encyclopédique se maintient, même s'il est plus restreint, dans le Dictionarium Historicum, Geographicum et Poeticum 1553, de Carolus Stephanus. Les polygraphes vont même jusqu'à élaborer des dictionnaires biobibliographiques d'auteurs par pays, depuis De Illustribus Angliae Scriptoribus, 1619, de l'anglais John Pitts jusqu'à la Bibliotheca Lusitana, Historica, Critica Chronologica, où l'on trouve la notice des auteurs portugais et des œuvres qu'ils ont composées depuis le temps de la promulgation de la loi de la grâce jusqu'au temps présent. En portugais bien entendu, 1741-1759, du portugais Diogo Barbosa Machado. L'histoire littéraire serait née à partir de la transformation d'une présentation bibliographique en récit, selon un ordre chronologique. Cependant, le cheminement historique de cette évolution a été différent. Les érudits du baroque ont préféré aux dictionnaires bibliographiques les encyclopédies critiques, où les biographies d'écrivains célèbres de tous les temps servaient de prétexte à la discussion de leurs opinions philosophiques et religieuses, toujours accompagnées de l'exhibition d'un maximum d'érudition encyclopédique et toujours soucieuses des débats philosophiques et religieux propres à l'époque de leur rédaction. Le dictionnaire théologique, poétique, cosmographique et chronologique, de Broissinière 1644, remplacé plus tard par le Grand Dictionnaire historique ou mélange curieux de l'histoire sacrée et profane de Louis Moreri 1674, s'appuie encore sur Carolus Stephanus. Mais cette dernière œuvre, très érudite et énorme, dépasse les forces d'un travailleur unique. Elle était remplie de fautes que le célèbre Pierre Bell a entrepris de corriger dans son Dictionnaire historique et critique, 1697, simple prétexte à détruire de nombreuses légendes grecques et romaines avec des allusions malicieuses à la précaire crédibilité des légendes chrétiennes. Ainsi naissait la critique historique. Dans le dictionnaire de Bell, les auteurs grecs et romains sont encore prépondérants. Mais la nouvelle arme de la critique n'aurait pas pu ne pas se diriger contre l'idolâtrie de l'Antiquité. Presque en même temps, la querelle des anciens et des modernes remet en cause la supériorité des lettres anciennes par rapport aux modernes. Plus tard Vico reconnaîtra la valeur caractéristique des différentes époques historiques, et Montesquieu déduira de l'histoire romaine certaines lois générales de l'évolution des nations. La notion de temps acquiert ainsi une nouvelle valeur historique. Elle avait signifié le passé et maintenant elle désigne l'évolution qui se poursuit. Les nations modernes viennent remplacer dans l'érudition les nations mortes, et la connaissance de leur littérature met fin au monopole de la philologie classique. Les histoires des littératures modernes commencent à se composer, mais ce sont encore des histoires au sens de l'érudition baroque, immenses collections encyclopédiques, œuvres d'un véritable fanatisme de ramassage de dates et de faits. L'histoire littéraire de la France, commencée en 1733 par les bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, en était encore à ses premiers volumes quand les Jacobins ont mis une fin violente aux religieux. Au XIXe siècle, l'Académie des inscriptions a assumé la poursuite de cette œuvre, qui obéissait cependant à un plan si vaste qu'il était probablement impossible de la mener à terme. Les franciscains espagnols Rafael Rodríguez Moedano et Pedro Rodríguez Moedano ont commencé en 1766 une Historia Literaria de España, tellement énorme qu'au 10e volume ces auteurs n'avaient pas encore terminé leur introduction. Un autre religieux espagnol, le jésuite Juan Andrés, a publié en Italie où il avait été déporté une immense de l'origine, Dei Progressi e dello Stato attual d'ogni letteratura, 1782 à 1799, première tentative d'une histoire littéraire universelle. Enfin, le jésuite italien Girolamo Tiraboschi a écrit, entre 1722 et 1782, les 9 volumes de sa Storia della Letteratura Italiana, indispensable encore aujourd'hui en tant qu'un grand recueil des faits de l'histoire littéraire de ce pays. Tiraboschi offre tout, mais ne dit rien. Il se limite au travail biobibliographique. Ce n'est pas encore une histoire littéraire dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui.
Ce qui manque à Tiraboschi, outre le sens critique, c'est la capacité d'en faire un récit, à la manière de l'historien qui retrace les destins politiques d'une nation. La nouvelle critique historique avait enseigné la valeur des littératures modernes, indépendamment des modèles classiques, alors que les classicistes demeuraient prisonniers de la routine de leurs dogmes esthétiques. Nous aurions pu supposer que l'introduction de la critique dans l'histoire littéraire aurait été faite par les réactionnaires, munis de critères certains, tandis que les représentants de la nouvelle science historique opteraient pour le récit. En réalité, c'est le contraire qui s'est produit. Le premier grand critique des temps actuels, Samuel Johnson, peut-être le plus grand critique eu égard à sa capacité de jugement, a préféré la forme biographique, The Life of Poets, 1781. Et les derniers représentants français du dogme classiciste ont été les premiers à présenter l'histoire littéraire selon une narrativité continuelle. Jean-François de la Harpe, dans son lycée ou cours de littérature ancienne et moderne, 1799, donne un exemple qui ne sera plus abandonné, et encore Désiré Nisard, Histoire de la littérature française, 1844 à 1861, contemporain de Sainte-Beuve, historien et classiciste tout à la fois. La liaison entre histoire et critique est un produit pré-romantique, avec son intérêt portant fortement sur les traditions historiques des nations modernes et sur l'évaluation critique des époques alors un peu oubliées, comme le Moyen-Âge. Leur précurseur est Thomas Warton avec son History of English Poetry from the Close of the 11th to the Commencement of the 18th Century, 1774-1781, est le premier livre qui traite d'histoire littéraire comme on traite d'histoire politique. Le fondateur de l'histoire littéraire autonome est Herder. Johann Gottfried Herder n'a pas laissé, parmi ses nombreux écrits, une seule œuvre définitive, mais il est le plus grand des précurseurs. Tous les courants spirituels de la seconde moitié du XVIIIe siècle convergent vers Herder. La critique, l'individualisme esthétique, le sens historique, le goût de l'expression populaire. Ils s'approfondissent, trouvent de nouvelles combinaisons et irradient vers l'avenir. Doué d'une extraordinaire capacité d'analyse intuitive, Herder a offert les premiers exemples d'une critique créatrice. Il crée des portraits définitifs de poètes, son Shakespeare par exemple. Après Herder, il devient impossible de satisfaire le lecteur avec des simples indications biobibliographiques. Le lieu du livre est remplacé par celui de l'histoire des œuvres et des idées. Mais Herder ne crée pas seulement des individualités. Il crée aussi, pour ainsi dire, des individualités collectives. Avec le même pouvoir d'intuition, il ramasse les traits caractéristiques de chacune des littératures nationales, anglaise, espagnole, grecque, hébraïque, et crée le concept de littérature nationale, en tant qu'expression la plus complète de l'évolution spirituelle d'une nation. Le nationalisme du XIXe siècle s'inspire de Herder, qui est même l'ancêtre bien qu'involontaire, du panslavisme et du racisme allemand. Mais il reste un homme du XVIIIe, son idéal suprême est l'humanité, et toutes les littératures nationales lui semblent des voix isolées qui participent de la grande symphonie de la littérature universelle, concept que nous devons encore à Herder. Idée pour la philosophie de l'histoire de l'humanité, 1784-1791, de Herder, n'est pas une histoire de la littérature, mais une œuvre faite de suggestions, dont deux sont particulièrement importantes. L'existence d'une relation intime entre la structure des langues et les caractéristiques des littératures, et une autre selon laquelle un même principe philosophique nourrit l'histoire politique, religieuse, économique et littéraire. Wilhelm von Humboldt a développé la première d'entre elles, en créant la linguistique comparative. Avec elle commence l'étude philologique des littératures modernes. La seconde suggestion a inspiré à Friedrich Schlegel l'idée du parallélisme historique dans l'évolution de tout art, et de l'existence d'une loi de l'évolution spirituelle, loi secrète qui se dévoile à travers le tissu des dates chronologiques. Dans son Histoire de la littérature ancienne et moderne, 1815, le temps en tant que véhicule de l'histoire est le facteur déterminant des événements littéraires. Cette notion de temps est intimement liée au passéisme des penseurs romantiques. Rien de ce que le temps a créé ne perd jamais de sa valeur. Cela continue à agir en nous, de manière que le fil chronologique des faits constitue, en même temps, l'arbre généalogique des œuvres de l'esprit. Rien ne se perd jamais. Peu importe où et quand telle ou telle œuvre a vu le jour, les littératures de toutes les époques et de toutes les nations nous appartiennent.
C'est dans ce sens que nous pouvons dire que le romantisme a créé l'histoire de la littérature, selon un critère chronologique, tel que nous le connaissons, et aussi que c'est le romantisme qui a créé la notion des histoires de la littérature universelle. La conséquence ultime de l'historiographie romantique a été l'élargissement considérable de l'horizon. Jusqu'alors l'histoire de la littérature comprenait seulement les classiques anciens et les classiques français, éventuellement leurs imitateurs dans d'autres pays. Le Moyen-Âge et le baroque étaient bannis, au point que les mots gothique et baroque pouvaient servir en tant qu'expression péjorative. La Pléiade était oubliée en France même, parce que tout était condamné qui précédait enfin Malherbe vint. Johnson devait défendre Shakespeare. Lope de Vega et Calderon ont souffert les attaques massives du libéralisme espagnol. Les littératures médiévales étaient considérées comme des superstitions dépassées. Même dans le pays du très impartial Tiraboschi, Dante avait été attaqué par le jésuite voltairien Saverio Bettinelli. Le romantisme a renversé les bastilles du dogmatisme esthétique et de la myopie nationale. La France a dû à Chateaubriand un renouvellement de ses contacts avec la littérature anglaise, et à Madame de Staël la découverte de la littérature allemande. L'histoire des littératures du Midi de l'Europe, 1813-1819, de Simone de Sismondi, a mis en évidence les troubadours provençaux, ainsi que Pétrarque et Arioste, Cervantes et Camões. Sainte-Beuve, dans son tableau historique et critique de la poésie française et du théâtre français au XVIe siècle, 1882, a réhabilité l'honneur de Ronsard, la place qui lui était due Ronsard. Le professeur allemand Friedrich Butterweg, Geschichte der neuen Poesie und Beredsamkeit, 1801-1819, a présenté correctement toutes les littératures apportées de sa vaste érudition linguistique. Le principe chronologique, découverte du romantisme, est purement formel. Il n'a pas de contenu ontologique, raison pour laquelle il est d'ailleurs devenu une routine. La dialectique de Hegel est apparue à la même époque, et elle était en mesure d'apporter au formalisme chronologique un sens réel. Les historiens de la littérature, cependant, égarés dans un océan de faits sans interdépendance manifeste, n'ont pas osé adopter le schéma dialectique. Le Manuel de l'histoire universelle de la poésie, 1832, de l'hégélien orthodoxe Karl Rosenkranz est resté une exception, d'ailleurs sans grande importance. C'était un malheur de la nouvelle science de l'histoire de la littérature que seul un hégélianisme falsifié l'a fécondé. L'idée hégélienne de l'esprit objectif, ou de l'esprit de l'époque, qui confère leur forme à toutes les expressions d'un moment donné, se prêtait à des adaptations très peu hégéliennes. Surtout, les historiens libéraux ont reconnu dans tout le passé les préoccupations de l'actualité. Gottfried Gervinus, grand historien et mauvais critique, a écrit l'histoire de la littérature nationale poétique des Allemands, 1835-1842, en tant qu'histoire des revendications nationales, comme si les Allemands étaient depuis toujours les libéraux de 1840, qui exigeaient l'unification politique du territoire allemand et une constitution parlementaire. Inspiré de l'idéal humanitaire propre à l'objet de son étude, Hermann Ettner a vu l'histoire littéraire du XVIIIe siècle, 1855-1864, comme une lutte du libéralisme cosmopolite contre les forces de la réaction, non sans faire des allusions hostiles à ce qui restait du romantisme. Dans ce sens, Ettner est déjà positiviste. Les jours de l'hégélianisme, dont on critiquait les anachronismes évidents au profit de schémas préconçus, étaient eux aussi comptés. Sa fin impliquait un complet renoncement à toute méthode transcendantale d'interprétation, au profit d'une compilation tatillonne des faits vérifiables. À partir de 1859, Karl Godek publiait les 11 volumes de son Grundrisse zur Geschichte der deutschen Dichtung, recueil d'histoire de la poésie allemande, œuvre énorme et très exacte, sans une seule ligne d'interprétation critique et sans l'ombre d'une approche philosophique. Les temps des biobibliographies semblaient revenir. Cette lente et hésitante évolution allemande a été exemplaire, mais c'était un chemin fatal, comme le montre l'Italie qui la suit de manière parfaitement parallèle. Aussi dans ce pays, Luigi Settembrini, Lezioni di letteratura italiana, 1866-1872, a suivi le parcours de ses homologues allemands de manière tout aussi anachronique. Il comprenait toute l'histoire de la littérature italienne comme une lutte entre le cléricalisme et les forces du libéralisme.
Mais Settembrini, du moins, a rencontré un successeur tel que ni l'Allemagne ni une autre nation n'ont jamais eu, Francesco de Sanctis. Libéral et nationaliste, il savait exclure l'anachronisme et transformer l'histoire des mouvements en histoire des idées. Il a renoncé délibérément aux détails historiques, allant même jusqu'à exclure les personnages secondaires. Il a écrit la Storia della letteratura italiana, 1872, exclusivement autour de Dante, Pétrarque, Boccace, Arioste, Machiavel, Arétin et Tassi avec des petites entrées sur Lorenzo le Magnifique, Bruno, Campanella et Vico. C'est une bien petite liste pour une si grande littérature, mais De Sanctis était un tel critique de génie que ses interprétations ont transformé les plus grandes œuvres de la littérature italienne en illustrations de l'histoire morale de la nation, qui se serait exprimée à la perfection à travers la plume de ses maîtres. Contre cette simplification profonde, s'est révolté le grand poète Giosuè Carducci, chef de file de la critique historique de l'Université de Bologne, champion du travail exact et positif contre l'arbitraire de Sancticien. Aucune synthèse géniale, édition de textes, monographie biographique et bibliographique, voilà l'œuvre de nombreux disciples de Carducci qui les a amenés à la conquête des chaires de littérature de toutes les universités italiennes. La lutte entre De Sanctis et Carducci nous semble aujourd'hui assez inutile. La recherche exacte confirme presque toujours les géniales intuitions de Sanctis. D'autre part, Carducci n'a pas été entièrement insensible à la méthode de celui à qui il s'opposait et a publié ses cours sous le titre Dello Svolgimento della Letteratura Nazionale, cours de littérature nationale. Il est vrai cependant que les synthèses de Carducci n'ont rien en commun avec le romantisme ou l'hegelianisme suspect. La sienne est une synthèse positiviste, déterministe, qui explique l'évolution de la littérature italienne au travers de la coopération de deux facteurs causaux, l'esprit romain, païen, et l'esprit chrétien. Sans doute une synthèse des concepts de De Sanctis et de Carducci était possible. Nous la retrouvons quelque peu chez Marcelino Menéndez y Pelayo, espagnol très érudit, historien et critique, dans ses monographies spécialisées sur Horacio en España, 1877, ou dans son Historia de l'Aideas Estéticas en España, 1880-1882, ou encore dans son Origine de la Novella, 1905-1910. Ce sont des vastes synthèses, inspirées par des convictions pas complètement étrangères au romantisme. La victoire cependant est revenue aux positivistes. Il faut lire de très près pour reconnaître ce même cheminement dans l'historiographie littéraire française. François Villemain, dans son cours de littérature française, 1828-1829, se différencie des dogmatiques du classicisme par son attention aux influences étrangères dans la littérature française et par sa tentative de comprendre la littérature comme résultat des mêmes forces historiques qui déterminaient les expressions politiques et artistiques de son pays. Villemain, comparatiste et historien de la civilisation, dans un champ spécialisé, est herderien. Sainte-Beuve, comparativement à Villemain, est un personnage plus authentiquement français. Son Histoire de Port-Royal, 1840-1848, même s'il s'agit d'un livre d'un grand historien, est au fond un travail de critique psychologique, une création typique française des moralistes du XVIIe siècle. En introduisant ce type de critique dans l'histoire littéraire, Sainte-Beuve a créé la critique universitaire, ou critique des professeurs, caractéristique de la littérature française du XIXe. Le fil rouge de l'évolution allemande est repris en France par Hippolyte Taine, habité par l'influence de Herder et de Hegel. Mais Taine est un positiviste. L'idée d'une indépendance des forces spirituelles lui est étrangère. Il comprend Herder et Hegel comme s'ils étaient des biologistes de l'esprit, et il remplace l'évolution autonome et la dialectique de l'esprit par la convergence de facteurs réels, ces trois célèbres déterminations: la race, le milieu, le moment historique. Dans son Histoire de la littérature anglaise, 1864-1869, Taine transforme la dialectique hegelienne en un jeu de causalité positive, parmi lesquelles le temps n'a pas de place, parce que le temps ne détermine rien. Il est vrai que la place qu'il réserve au moment historique préserve les droits de la chronologie, mais la chronologie dans l'œuvre de Taine n'est plus le facteur réel qu'elle a été pour les romantiques. Elle est un simple cadre d'exposition. Peu à peu, la chronologie devient un pur instrument didactique, utile au récit ordonné de faits littéraires. Taine est le Herder du XIXe siècle,
tous sont ses descendants. Son disciple danois, Georg Brandes, auteur de Les principaux courants de la littérature du XIXe, 1872-1890, introduit la méthode de Taine dans l'étude de la littérature contemporaine. Toute la critique littéraire européenne le suivra et sera positiviste. Le disciple allemand de Taine est Wilhelm Scherer, Histoire de la littérature allemande, 1883. Comme Taine, Scherer souligne les influences du milieu politique et social, entendues en tant que facteurs causaux. Scherer est même plus positiviste que Taine. Comme il veut documenter le plus solidement possible ses études, sa documentation avale ses conclusions. Après tout, Scherer est aussi un disciple du bibliographe Godek. Il accorde une importance maximale à la vérification des dates des publications ou de détails biographiques, même les plus insignifiants. Il organise de véritables équipes de chercheurs en vue de l'obtention d'éditions critiques. Il étudie minutieusement les influences réelles et possibles de chaque ligne des poèmes, dans chaque expression des poètes qu'il étudie, comme s'il se trouvait devant une table de dissection philologique. Les disciples de Scherer notent les jours où Goethe avait la grippe et expliquent le choix d'un sujet dramatique par l'existence d'un livre que l'auteur du drame n'a sans doute jamais lu. Scherer a créé un nouveau type d'histoire littéraire et, ce faisant, est devenu le type même du professeur allemand. La position que Scherer occupait en Allemagne a été occupée en France par un autre grand professeur positiviste, Ferdinand Brunetière. Mais l'esprit systématique des Français a empêché l'accumulation infinie de détails insignifiants. L'histoire de la littérature française, 1904-1907, de Brunetière, articule l'explication très claire avec l'éloquence d'un grand orateur universitaire. Même la tonalité professorale du Manuel de l'histoire de la littérature française, 1898, bénéficie de cette capacité d'exposition systématique. Cependant, les trois facteurs matériels de Taine ne pouvaient pas satisfaire les croyances de Brunetière en l'esprit. Dans un effort pour sauver l'autonomie de la création littéraire, il a inventé la célèbre évolution des genres, naissance, vie et mort de la tragédie, de la poésie, du roman suivant une loi presque biologique. Brunetière lui-même n'a pas pu refuser la nature métaphorique des lois historiques empruntées aux sciences naturelles, aussi bien celles de Taine que des siennes propres. Mais le positivisme était encore beaucoup trop fort. Comme les autres grands professeurs français de son époque, comme les Faguet, les Deschamps, les Brisson, Brunetière était aussi l'auteur d'essais et de critiques. Son histoire littéraire a eu tendance à se résoudre dans des essais monographiques, une tendance bien positiviste dont l'anglais George Saintsbury est un autre représentant. Enfin Lançon vint. Gustave Lançon a synthétisé la critique personnelle des Sainte-Beuve et des Faguet, au scientisme des Taine et des Brunetière. Le résultat en fut son Histoire de la littérature française, 1894. Il a emprunté au positivisme sa sensibilité chronologique. À Brunetière, l'étude comparative des genres à l'intérieur d'époques à peine ébauchées. À la critique professorale, la composition des chapitres comme de brefs essais monographiques au sujet des écrivains les plus importants, essais superposés sans aucun effort pour les relier par un fil explicatif. C'était les temps de la monographie. Enfin, l'organisation des grandes histoires synthétiques des littératures nationales, faites de monographies détaillées, dépassait les forces d'un seul écrivain. Les œuvres collectives apparaissent. Les 8 volumes de l'histoire de la langue et de la littérature française des origines à 1900, 1896-1900, sous la direction de Petit de Jules Ville, la Storia Letteraria d'Italia scritta da une Società di Professori, depuis 1898, la Cambridge History of English Literature, 1907-1916, sous la direction de A.W. Ward et A.R. Waller. Les Epochen der deutschen Literatur, édité depuis 1912 par M.J. Zeitler. Toutes ces œuvres collectives se ressemblent. Elles ébauchent les époques selon un schéma chronologique, plus ou moins arbitraire. À l'intérieur des époques, les essais monographiques sur les écrivains les plus importants s'intercalent à des chapitres au sujet des poètes mineurs, autres dramaturges, etc., selon les genres. Les essais et les chapitres, les époques et les ères se succèdent sans qu'aucun effort ne soit fait pour les relier. Ce type de style a été adopté dans tous les livres didactiques d'histoire littéraire, pour l'enseignement secondaire ou pour l'enseignement universitaire. C'est l'histoire de la littérature que nous connaissons tous. L'histoire sinueuse du concept des histoires de la littérature,
a apporté à la fin un mélange de récits chronologiques, d'évolution des genres et d'essais monographiques, le Lançon. La chronologie garantit l'ordre du récit. La classification des écrivains mineurs selon le genre garantit la complétude du récit. Le traitement monographique montre la compréhension critique. Pour tout cela, le Lançon est un modèle. Ses nombreux successeurs et imitateurs ont graduellement perdu ces qualités, et en même temps, ont mis en évidence les graves inconvénients de leur modèle. Les grandes synthèses n'ont pas pu se fonder sur des recherches originales, mais devaient être faites de seconde main, en utilisant une documentation déjà utilisée. Fatalement, une routine s'installerait, une confiance absolue dans l'opinion des auteurs utilisés. En histoire littéraire, la routine porte préjudice particulièrement à l'aspect critique des travaux. Personne ne peut avoir tout lu. Les auteurs des histoires de la littérature préfèrent répéter les opinions consacrées, même et surtout au sujet des œuvres les plus connues. Alors que la critique littéraire se livre à une réévaluation permanente, au moyen de la destruction des idoles et de la revalorisation d'auteurs ou de périodes injustement oubliées ou méprisées, les professeurs d'histoire de la littérature répètent inlassablement les mêmes clichés. Lançon lui-même n'a jamais vaincu son aversion pour Baudelaire que son maître Brunetière lui avait inculqué. Encore aujourd'hui, ses professeurs restent hostiles à la poésie baroque, généralement admirée. Peu à peu, un nouvel académisme apparaît dans les livres d'histoire de la littérature, comparable. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.